Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la gestion, bonjour. Vendredi, fin de matinée, nous faisons le point d'une semaine où l'actualité économique et financière a été très importante. Nous ajustons les stratégies, nous proposons des pistes d'investissement et dans l'émission qui applique cette émission d'analyse, les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils, que vous pouvez consulter sur le lien voisin sur le même site, nous vous proposons des pistes précise d'investissement. Alors j'ai à côté de moi Christian Gignac de Gaspol Finance. Bonjour Christian. Bonjour. Alors Christian, actualité, on commence toujours par ça. La Fed n'a pas bougé sa politique d'injection de liquidité, dit de quantitative easing. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Moi je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que c'est vrai que l'effet immédiat d'ailleurs a été de faire baisser les taux longs, à la fois aux États-Unis et en qui avait Europe, bien monté pendant les 3-4 mois d'avant. Qui avait bien monté depuis le mois de mai, oui. même très fortement. Et ce que je crois qu'a voulu faire la Fed, c'est mettre un petit coup de doigt, un petit coup de baguette sur les doigts des gérants qui anticipaient une trop forte hausse des taux, c'est-à-dire un trop fort retrait. Maintenant, le mauvais côté des choses, puis il y a toujours deux faces, c'est que, certains ont pu l'interpréter comme un doute sur la vigueur de l'économie américaine. Oui. Or, les chiffres qui sortent tous les jours sont bons. Oui, on avait notamment un doute sur quelque chose que Bernanke, le patron de la Fed, regarde beaucoup, qui est la valorisation de l'immobilier. On a plutôt eu des bonnes nouvelles derrière. Exactement. On a eu plutôt des bonnes nouvelles sur l'écoulement des stocks, etc. Et puis, l'autre aspect, c'est que il ne peut pas prendre les marchés à revers comme ça trop souvent, parce que sinon, sa politique de communication, et en plus sa politique de communication qui est maintenant de dire « je vous préviens longtemps à l'avance de ce que je vais faire ». Là, il avait tellement préparé qu'on pensait qu'on aurait un petit quelque chose, et on ne l'a pas eu. Donc, exactement. Mais bon, là, il parle lui-même le 31 janvier, peut-être que on le voit mal faisant des choses vraiment révolutionnaires avant son départ. À mon avis, circuler pour mieux sauter. Oui. Puis c'est vrai qu'il part, donc, mais je ne pense pas qu'ils attendent son départ pour bouger. Bon. Alors, il y a une autre question qui était dans les côtés négatifs, c'est est-ce que la Réserve fédérale a peur du fameux plafond des dettes que négociaient entre les démocrates et les républicains au Parlement? C'est clair que ça peut entraîner quelques chahuts sur les marchés si les tensions sont trop fortes entre les républicains et les démocrates. Et cette négociation, elle est, je crois, ça doit se terminer dans un mois à peu près. Donc ça tombe en pile. Donc il n'a peut-être pas voulu mettre du beurre sur le beurre en amont. Donc pour vous, ça ne cache pas trop de mauvaises nouvelles. Non. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis comme tous les malades de l'économie. Hein, quand on me redonne une petite bouffée d'oxygène, je dis pas non. Il ne faut pas pleurer. Voilà, faut pas. Bien, alors, politique aussi, et politique budgétaire aussi. En France, la loi de finances va être présentée, mais on sait déjà ce qui va se passer. Est-ce que c'est une loi de finances pour doper la croissance, qui est quand même repartie un tout petit peu en Europe, ou c'est une loi de finances pour en limiter les effets et au contraire, finalement, la casser? Chacun a son point de vue. Hein. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que pour relancer une économie, il faut baisser les impôts. Oui, je crois que c'est ce qu'avait fait Reagan. Ça a été formidable. C'est ce qu'a fait Thatcher, c'est ce qu'ont fait les Anglais même récemment. Oui, les Anglais ont baissé, ont énormément monté leur déficit et en fait, se retrouvent ça a marché. Parce qu'il faut doper le sentiment des entrepreneurs, etc., leur confiance, et leur dire, si vous entreprenez, etc., vous serez récompensé. Le problème qu'on a dans tout ça, c'est qu'on a l'impression que c'est schizophrène. C'est-à-dire qu'on a beaucoup monté, on baisse dans certaines poches, on annonce qu'on arrêtera de monter dans 2-3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, on ne sait pas bien. C'est l'absence de visibilité. Vous savez, quand vous avez un Premier ministre et un président qui n'ont pas la même vision d'une stabilité de la fiscalité pour l'année prochaine, c'est compliqué d'avoir une vision un peu plus longue. Donc, méfiance, on va dire méfiance. Alors, le vrai patron, c'est peut-être pas celui-là. Le vrai patron, c'est celui qui sera élu ce week-end et sans doute reconduit, la chancelière d'Allemagne fédérale. C'est une poursuite d'une stratégie, si elle est réélue,
qui semble probable, ou est-ce que c'est un nouveau départ avec une politique peut-être différente ? A priori, moi je crois que les Allemands ils continuent sur la même voie. Il faudrait qu'il y ait un chambardement de l'échiquier politique très profond. Ça on ne le voit pas, ça c'est... C'est pas ce qu'on voit. Non, ce qui s'est passé par contre, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets qui ont été mis sous le boisseau en attendant les élections, des choses qui risquent de fâcher sur le traitement des problèmes de résolution bancaire, sur certains problèmes de pays comme la Grèce, peut-être le Portugal, etc. Est-ce qu'on peut imaginer que plus à l'aise, après une deuxième élection et pour un troisième mandat, le souci de la croissance des pays voisins, donc d'abord de la France bien sûr, mais également de l'Europe du Sud, va réapparaître, ou qu'au contraire, l'Allemagne peut se figer sur sa position en disant « moi j'ai rétabli mes équilibres, débrouillez-vous ». Je crois que les Allemands, enfin les sondages montrent qu'ils n'ont pas envie de payer pour les autres, quoi. Mais d'autre côté, ils ont bien conscience qu'ils vivent aussi grâce aux autres. Donc, je crois que, d'ailleurs, on l'a bien vu, ils sont finalement très pragmatiques. Oui. Quand il a fallu faire un effort pour la Grèce, ça a été fait, etc. Alors, au début, on dit jamais. Ah oui, donc vous allez... Et puis après, on dit, attention, si je ne fais pas, qu'est-ce qui va se passer ? En négociation est ça va exploser, voilà. Donc les négociations sont après. Alors, on risque d'avoir ce même type de négociation, là, peut-être, là, avec la Grèce, quoique ça semble être bon. Oui. Le Portugal est dans une situation un petit peu complexe avec la Cour suprême qui dit, vous n'avez pas le droit de réduire le nombre de fonctionnaires, alors... Oui, ça, c'est compliqué. C'est compliqué de réduire le budget dans ces cas-là. Ben voilà, alors là, il y a la Troïka, il se met à 3 pour comprendre ça. Mais donc, voilà. Donc je dirais que c'est une bonne chose que l'élection soit derrière nous la semaine prochaine, parce que les problèmes restent devant nous. Mais il va rester quand même la fameuse question de la Cour constitutionnelle allemande vis-à-vis de la politique d'injection de la BCE, puisque ce qui a marché, alors en fiscalité c'est une chose, mais ce qui a marché en politique monétaire aux États-Unis et un peu au Japon, c'est justement les injections. Oui. Vous remarquerez quand même que Draghi ne s'en est jamais servi. Oui. Il s'en est servi par parole plus que par action. Oui. Et je pense qu'il avait quand même pris un certain nombre d'arrières. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'il manie les conditions de mise en place des achats, des obligations. Il affine de plus en plus les conditions. Par exemple, il y a une condition qui est formidable, c'est qu'il faut que le pays ait accès au marché. Oui, donc une fois... S'il a un accès au marché... Oui, donc le serpent se mord la queue, c'est effectivement... S'il n'a pas besoin de moi, je suis prêt à l'aider, c'est un peu ça. C'est un petit peu ça, voilà. Donc, voilà. Donc ça sera une bonne chose que ce soit derrière, et pas de drame à attendre, sauf très très grosse surprise électorale qu'on ne voit pas venir. Alors, deuxième point, actualité des valeurs. Donc, on a eu un bel été, un indice CAC 40 qui en 3 mois a gagné 12%, le DAX 9%, amplifié plutôt par les valeurs petites et moyennes, donc plus européennes, on va dire. Alors, et si vous me permettez, je dirais un retour des valeurs cycliques. Voilà. Alors qu'elles étaient délaissées. Et donc, c'est des valeurs comme le secteur de l'automobile, tout ce qui est transport, tout ce qui est... Leçon de l'été, retour des cycliques, retour aussi des valeurs de services publics, Suez, Veolia, qui étaient... dont on avait oublié la cyclicité. Oui. Et il me semble qu'à cette émission, on avait recommandé Veolia. Veolia, vous avez recommandé Veolia, c'est tout à fait. Bon, Veolia, sur les 3 derniers mois... plus 44,7%. Oui, c'est assez spectaculaire. Nos téléspectateurs n'ont pas à se plaindre. Donc, et Peugeot, qui a été mais globalement, c'est le retour du cycle. Globalement, c'est le retour du cycle. Je crois que ce qui se passe, c'est que les chiffres, notamment ce qu'on appelle les PMI, etc., qui sont les chiffres d'anticipation, on a vu qu'ils étaient redevenus soit plats, soit légèrement haussiers. Donc, ce que les boursiers ont devant eux, c'est plus quelque chose qui baisse, c'est plus une falaise qui baisse, c'est au moins quelque chose qui est stable et peut-être même... Avec la reprise américaine et sa capillarité, notamment sur les économies européennes. Donc tout ça est très logique. Alors, actualité de la semaine, si on peut dire, Michelin. Michelin a fait une très bonne conférence organisée par une société de brokers où ils ont annoncé des très bonnes prévisions jusqu'en 2020. C'est certainement une de nos sociétés les mieux gérées. C'est bien géré. Il y a un petit effet baisse des matières premières qui ne doit pas être complètement nul quand même. Puis il y a un petit aspect cyclique, parce que vous savez qui gagne une part non négligeable de l'activité, c'est les pneus de camion. Et
les pneus alors, très spéciaux pour les mines. Oui, et si les matières premières reprenaient, et ça, c'est des activités à très forte marge, etc. Donc là, c'est du cycle et de la qualité. Exactement, c'est du cycle et de la qualité. Ça explique le fait que cette semaine, cette réunion a été saluée. Vivendi. Alors Vivendi, c'est un feuilleton entre la gouvernance, la scission, pas la scission, la vente de certains actifs. Oui, enfin c'est un feuilleton, mais finalement, depuis 2 ans, ils sont en train de préparer cette scission. Je veux dire, donc, je crois que ce dont on a assisté la semaine dernière, c'était plus une question de personne, quelqu'un de plus jeune qui voulait prendre la place de quelqu'un de plus âgé, lui disant, à 75 ans, tu peux prendre ta retraite, quoi. Mais je ne suis pas sûr que la politique suivie soit très différente. Est-ce que Vivendi par appartement, donc l'audiovisuel d'un côté, SFR, etc., vaut plus cher que Vivendi tel qu'il est aujourd'hui? Je dirais que sur les valeurs actuelles, la plupart des analystes s'entendent pour dire que la décote de holding est faible. Oui, c'est peut-être 10%, 15%. Donc c'est pas ça. Par contre, il y a une inconnue, il y a une activité qui est notamment difficile à valoriser, qui est la téléphonie mobile. Et donc SFR, si la 4G donne un nouveau grand élan au métier, si l'économie repart, etc., peut-être que... Oui, si on dit pourquoi pas, on peut rêver, si Vodafone veut le racheter très cher, après l'avoir vendu très cher. veut le racheter. Donc il n'y a pas d'opportunité sur la décote, mais il peut y en avoir sur l'actif. Oui. Je retiens ça. Alors, une valeur que vous avez recommandée, Peugeot, et la holding familiale FFP, qui gagne 8,4 cette semaine. C'en est où, ça, après publication très moyenne d'immatriculation, mais... Oui, c'est-à-dire que c'est très dur de redresser une machine dont les cycles des produits sont très longs. C'est clair qu'aujourd'hui, un des grands paris de Peugeot, c'est la 308. Oui. N'oublions pas que dans les années 80, c'était la 205 qui les a sauvés. Qui a sauvé le groupe. N'oublions pas que chez Fiat, c'est la 500 qui a sauvé Fiat il y a 5 ans. Alors je crois que je ne pense pas que la 308 soit un facteur d'innovation tellement nouveau que ça sauvera Peugeot, mais c'est clair que si le modèle marche bien, il est au cœur du milieu de gamme de ce qui se vend le plus, notamment en Europe. Donc là aussi, on revient de très loin, donc ça a beaucoup remonté. On revient de très très loin, et on avait peut-être oublié quelque part que dans la valorisation de Peugeot, je vous rappelle qu'à 6-7 euros, l'automobile était prise pour 0 dans la valorisation de Peugeot. Si vous valorisez les autres éléments, dont la banque, etc., dont Forestia. Aujourd'hui, on commence à se rendre compte quand même que quelque chose qui représente 10% du marché européen, ça a une valeur. Donc, ça a une d'où valeur. La rumeur d'un Chinois, un Russe, un je ne sais pas quoi, peut-être un Américain, on ne sait pas. L'Américain, on ne sait pas, viendrait prendre une part de marché. Alors, toujours dans l'actualité de la semaine, Air France, le énième plan. Ce coup-ci, alors Air France, j'avais oublié, j'ai relevé ça, qu'on avait déjà fait un plan d'à peu près 5000 suppressions de postes, et là on parle de 2008. Oui, ça montre l'ampleur du problème. Alors, le titre se défend pas trop mal. Encore une fois, le climat boursier aujourd'hui est redevenu favorable pour ce qu'on appelle les sociétés en recovery, c'est-à-dire les sociétés qui étaient très sous-évaluées parce qu'on se disait ça va à la casse, et on commence à entrevoir des solutions. Alors, on a une publication intéressante de Glaxo, non pas sur Glaxo lui-même, mais sur l'ensemble des pharmaceutiques dans les pays émergents. Donc après, en fait, la déception des Silor, qui n'est pas tout à fait une marque pharmaceutique, est-ce que c'est un peu la fin de l'Eldorado chinois, ou c'est une pause dans l'Eldorado chinois pour ce secteur-là, qui souffre de toute façon d'une manière générale, le secteur de la santé souffre. Le même problème s'est posé aussi dans l'alimentation. Notamment l'alimentation des enfants. Oui, c'est ça, Danone a été affecté, etc. Nestlé aussi, je crois. Nestlé aussi, oui. Dans un autre domaine, dans
les poêles à frire. Seb avait eu à supporter aussi les foudres donc, je crois que c'est un problème récurrent des pays émergents. On va pas s'énerver. Et à un moment donné ou un autre, en revanche, récupérer. On a un retour cette semaine, 5,5% d'LVMH, qui avait été sanctionné sur le thème la croissance est dans les pays riches où on a moins de marge que sur les nouveaux riches des émergents. Oui. C'est un titre qui était très en retard par rapport c'est plus ça, le titre était devenu en retard. La bourse depuis le début de l'année. Et puis on se dit quand même que la Chine, 7,5 de croissance, c'est pas une récession. Exactement. Alors, BNP Paribas revient avec l'histoire du bloc belge. Est-ce qu'un gros robinet, ça peut nuire au titre Alors, la Belgique, de mémoire, a à peu près 10% du capital, et c'est le premier actionnaire de notre première banque. De notre première banque à nous. C'est quand même formidable. Vive la Belgique. Oui. C'est toujours la même chose, quoi. Quand il y a un peu de retour de papier ou une crainte de retour de papier, les gens se reculent. Moi, je suis sûr qu'un jour ou l'autre, les Belges vont vendre une partie de leur participation. Ils n'ont pas vocation à être actionnaires d'une banque. Bon, c'est pas non plus surpayé. On n'est pas dans des. Ils peuvent attendre. Écoutez, c'est pas mal. Ils ont, je crois, plus de 6 milliards de plus-value. Ça a été assez bien joué, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on dit. Ils n'avaient pas de gouvernement, mais ils faisaient des bonnes affaires. Dans le secteur-là, il y a une petite valeur. Une valeur à faible marché. C'est le CIC qui gagne 8% cette semaine. Vous la suivez, vous? Alors, moi je suis ça parce que le CIC est une valeur qui est peu suivie, parce qu'il y a très peu de flottants. Le mémoire, le flottant doit être de l'ordre de 2%. Quand on regarde les chiffres, la capitalisation boursière actuelle représente moins de la moitié des fonds propres de la banque, qui est une banque qui n'a pas d'activité de marché, est une banque de réseau, etc. Elle a une valorisation de banque risquée du Portugal, alors qu'elle est en France et qu'elle appartient à un réseau mutualiste. La Société Générale, alors que c'est une banque de réseau très, très classique. Oui. Alors il y a un petit facteur peut-être spéculatif. Si jamais un jour le groupe du Crédit Mutuel voulait avoir un véhicule qui soit coté, il pourrait utiliser la cotation. Mais il ne le coterait pas sur la valeur de la moitié de ses fonds propres. Donc effectivement, il n'y a pas trop de risque. Mais c'est un serpent de mer. Oui, c'est un serpent de mer. Voilà. Etam, il y a une opération financière, les gens disent d'apporter. Alors, c'est le genre de secteur, genre textile, mode, tout ça, auquel je ne connais rien. Bon, c'est très bien. Donc, j'ai pas d'opinion. Donc même voilà, si je vous le dis très franchement. Une OPA j'ai pas d'opinion sur Etam. Pas je sais qu'il y a d'opinion. eu des problèmes en Chine, etc. Alors Rémi, à l'inverse, ça va bien en Chine? On a été un peu surpris par les chiffres du cognac. C'est ce qu'on dit. Et puis aujourd'hui, il y a eu un nouveau chiffre sur le cognac, qui est que Hein a été racheté par la famille Nicolas sur une base, je crois, d'à peu près 5 années de chiffre d'affaires. Oui, et donc, si on applique les mêmes ratios à, je crois, Rémi Martin, se vend aujourd'hui à quelque chose de l'ordre de 3,5 à peu près. Donc on se dit que si jamais la famille voulait vendre la société, ça vaudrait beaucoup plus cher. Mais je ne vois pas pourquoi, a priori, il le vendrait. Alors pour finir avec l'actualité, Zodiac, que vous avez souvent recommandé dans cette émission, continue. C'est absolument incroyable. 13% d'augmentation du chiffre d'affaires. Voilà, c'est remarquablement géré. Ils ont la chance, en plus, de travailler à la fois pour les deux grands. Ils travaillent pour EADS et pour Boeing. Sûrement pour Bombardier. Oui, ils travaillent pour tout le monde. Ils travaillent pour tout le monde. Ils sont dans des niches. Les fauteuils d'avion, l'arrivée de l'oxygène, etc. Bon. Et voilà, apparemment, il y a très peu de concurrence. Oui, alors il y a toujours le fantasme de dire qu'ils pourraient céder le contrôle, mais sans céder le contrôle, de mémoire, le contrôle maintenant est détenu par trois branches familiales qui semblent s'entendre. Je crois qu'il ne faut pas toujours penser que les sociétés familiales vont se vendre. Non, il n'y a rien de presse. Prenez la famille Hermès, ils ne se sont pas vendus depuis longtemps, et puis je n'ai pas l'impression qu'ils ont envie de se vendre demain. C'est pas l'impression que ça donne. Alors, deuxième chapitre, gestion. Alors, d'abord, cette question des émergents. Alors, ces émergents qui ont un modèle de croissance qui n'est plus celui qu'ils avaient, sans être en décroissance, y compris la Chine. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion en gestion ? Sur un plan boursier, les marchés émergents ont toujours été des marchés boursiers de flux.
C'est-à-dire que comme les marchés ne sont pas très profonds, parce que souvent il y a encore tout un pan de l'industrie ou de l'économie qui est encore national, qui appartient à l'État, etc. C'est le cas de la Chine, c'est le cas du Brésil, etc. Bon. Donc les marchés sont assez étroits. Alors quand tout le monde se rue sur un marché étroit, zoom, oui. Donc, ça le fait monter. En sens inverse, donc ça peut prendre du temps. quand tout le monde oui. Veut récupérer son argent parce qu'on se dit la croissance c'est moins bien que ce que je pensais, et puis ils sont en train d'augmenter les taux, l'inflation augmente en Inde, au Brésil, etc. Alors tout le monde retire son argent en même temps, zoom. Donc aujourd'hui c'est pas un vecteur. Moi je crois que raisonnablement on ne peut pas à la fois jeter aux orties les marchés émergents si on pense que l'économie américaine est en croissance durable et que l'Europe, qui est le premier marché mondial en termes de valeur et en termes de nombre, si on croit que l'Europe ne va pas se reprendre, où est-ce qu'on va acheter notre minerai de fer? Où est-ce qu'on va acheter notre électronique, etc. Ça sera toujours le même C'est endroit. bien au Brésil, en Chine, etc. Okay. Donc il y a un moment, c'est une question de timing de marché plus qu'une question fondamentale. Alors sur les flux, justement, l'idée c'est de se dire si j'abandonne les émergents et que je vais sur les mid-cap européennes, il va y avoir du flux, et notamment en France avec ce fameux PEA, PME. Là, il va y avoir du flux, et pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'actions en face, donc on peut avoir un phénomène de rareté qui se met progressivement en place. Alors les calculs qui sont faits, c'est que le PEA pourrait peut-être drainer de l'ordre de 4 milliards, enfin, ça ne se fera pas en 2 minutes, et les gens pourront investir aussi, d'après ce que j'ai compris, dans les titres non cotés. Tout ne va pas aller en bourse. Oui. Donc ça va, en quelque sorte, prendre un peu le relais d'investissements qui sont faits pour diminuer les ISF. Les investissements mais tout ça va irriguer le milieu des PME, et c'est une très bonne chose. Donc là, une partie va se retrouver en bourse. Oui, il y a quand même une partie qui va se retrouver en bourse. C'est un secteur qui était sinistré et qui a commencé moins du milliard de capitalisation, si je me souviens bien. Oui, donc 4 milliards de flux, même s'ils n'ont pas tout, ça sera suffisant. Or et matières premières, très rapidement. L'or, ça m'a toujours un peu dépassé. Donc, donc j'ai pas d'opinion. Vous n'êtes pas le seul. Très tranchée. Voilà, bon. Mais je crois que malheureusement, on est passé à côté d'une... Enfin, je veux dire, on n'est plus dans un cycle... Oui, on n'est plus dans le cycle haussier qu'on a connu. Dans le cycle haussier auquel on était. Il faudrait qu'il y ait des signes de reprise de l'inflation, je crois, pour que l'or revienne. Sur les matières premières, je crois qu'on peut... Les matières premières peuvent revenir à la surface si, comme on disait, les perspectives de croissance économique en Europe se reprennent, plus les États-Unis, oui, c'est quand même les États-Unis plus l'Europe, c'est 80% de l'économie mondiale. Oui, de toute façon, oui, ça il faut pas fantasmer. Alors les concepts du moment. Alors les concepts du moment, comme on disait, le cycle. On est revenu vers les valeurs cycliques et vers les valeurs qui étaient très délaissées parce qu'elles avaient des gros problèmes structurels. Alors ça peut être des sociétés style Peugeot, dont on se dit que, ou Air France, on se dit, bon, le boulot commence à être fait. Le boulot commence à être fait, les ajustements d'effectifs, etc. Les alliances, on parle de conseil d'administration d'Air France et d'Alitalia qui vont se tenir, je crois, dans la semaine, ou ce week-end. Oui, ce week-end. Bon, donc les gens peuvent fantasmer sur des alliances, etc. Ça, c'est le côté restructuration. Et puis, il y a le côté des valeurs profondément cycliques qui reprennent avec. C'est le point mort. Ça, c'est quand on passe le point mort. Voilà, je passe mon point mort, je gagne de l'argent. Je gagne beaucoup d'argent. Alors, ça s'applique aussi à l'automobile, ça s'applique aussi à la chimie, ça s'applique aux voyages, loisirs, tous ces secteurs qui avaient beaucoup souffert, et sans oublier les valeurs. Le terme anglais, utilities. Oui, les services publics. En français, les concessionnaires de services publics. Les concessionnaires de services publics. Voilà, le terme est plus rapide. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Suez Environnement ou Veolia Environnement, pour ne citer que, une partie importante de l'activité, c'est le ramassage des déchets, notamment déchets industriels, puisque les déchets des ménages ne changent pas fondamentalement
le caviar, ça prend pas plus de place que le jambon, hein, si je puis m'exprimer. Oui, non, ainsi. c'est ça. Bon, Il y a alors pas que d'effet de les la déchets croissance. industriels, quand les usines produisent moins, elles produisent moins de déchets, ça c'est Et là aussi, on a un Donc, fait point mort. si j'ai 3% de croissance, ben, je produis plus de déchets que si j'ai 0% de croissance. Alors, il y a juste un secteur, rapidement, c'est le secteur de la finance, banque, finance, assurance. Est-ce que, pour les banques, on y voit clair, donc finalement, on peut voir tranquillement un retour à des ratios plus normaux. Et l'assurance, est-ce qu'on a enfin une conjoncture favorable? Ben, l'assurance va mieux quand l'économie va mieux, c'est certain, quand les marchés vont mieux aussi, puisque leur placement financier se porte mieux. Par contre, il y a toujours l'hypothèque réglementaire Oui, qui, Solvency II notamment, je crois que les régulateurs se sont bien rendus compte qu'ils ont mis le pendule trop loin. On repousse d'année en année la mise en place parce qu'on se rend bien compte que la réglementation a des effets négatifs. Mais le temps qu'on change la réglementation, c'est effectivement... Donc pas tout un ça est secteur, justement... Le deuxième problème de l'assurance, c'est que personne n'y comprend rien au bilan d'une compagnie d'assurance. Déjà une banque, c'est compliqué. Une compagnie d'assurance, on n'y comprend rien. Alors, ça complique quand même beaucoup les choses, boursièrement parlant. Bon, alors juste dernier point, allocation d'actifs, on est action, évidemment. Alors, si je prends l'exemple de Gaspal, que je connais bien, nous avons augmenté l'allocation d'actions dans notre fonds patrimonial. On était, à la fin du printemps, on était à peu près à 45% en exposition aux actions. On est à plus de 55 aujourd'hui. Ce qui pour un fonds patrimoine est quand même donc pour un fonds patrimonial qui essaye de ne pas perdre d'argent dans les mauvais marchés, c'est un mouvement relativement important. Sur les obligations, il y a quelque chose à faire ou on est sur des positions de marché de courte échéance Sur les obligations, oui, on a l'impression qu'on est revenu dans un cycle, malheureusement, qui sera haussier. Donc, pas d'échéance trop longue. Sur les corporates de bonne qualité, les spreads se sont tellement amenuisés qu'il n'y a plus grand-chose. Donc il reste le fameux high yield. Il reste le high yield sur lequel il y a encore un petit peu de valeur et qui devrait bénéficier de l'amélioration de l'économie. Normalement, oui, on joue sur les deux tableaux. Et puis sur certaines niches, comme par exemple les titres subordonnés bancaires, parce que pour des raisons de réglementation, les anciennes émissions ne pourront pas être utilisées dans la nouvelle réglementation. Donc les banques ont intérêt à les racheter par anticipation. Donc on a du beau rendement et en plus on a la liquidité sur son papier. Exactement. Eh bien ce sera le mot de la fin. Christian Gignola, merci. Rendez-vous la semaine prochaine et rendez-vous en cliquant sur le lien voisin sur le même site pour avoir les conseils précis de Christian Gignola. Au revoir.